Ouais, moi non plus. Il Mais nous, c'est quand depuis. il dort. Ah, c'est bon, on est en direct. Ah bah, On est en direct. il va être découché. Oui, c'est la rentrée. Ça fait longtemps qu'elle a plus de couche. Bonsoir à tous. On Bonsoir. va parler des couches, Ouais. mais bon, on va Couches de texte, des couches de sens. Voilà, des couches de sens. texte. On va parler des couches de texte. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Quelle Comédie, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité de la comédie française. Nous sommes diffusés en direct depuis la place Colette tous les lundis de 19h à 20h. Je suis Béline Dola. Vous êtes Arthur Lenoir. Bonsoir Arthur. Salut. Vous pouvez saluer Arthur si vous voulez. Salut Arthur. Salut Voilà. Arthur. Arthur répond à vos messages en direct ce soir, demain, enfin tous les soirs, tous les jours. Live. Voilà, c'est lui le monsieur qui répond à vos messages sur les réseaux sociaux. Bonsoir à nos trois invités. Ce soir, nous recevons Élise Lomo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pensionnaire de la Comédie Française depuis 2018. Nous recevons Benjamin Laverne. Vous êtes sociétaire et êtes entré dans la troupe en 2012. Oui, tout à fait. Et Denis Podalides, vous êtes également sociétaire et vous entamez, si je ne m'abuse, votre 25e année. Oui. Voilà. Et moi, le diction un peu maintenant. C'est ton Ça dentier, commence. c'est ton dentier qui déconne. Voilà. Donc, Voilà, mais ça pas y est. encore 25 ans, donc on est encore un peu en... Non, 25 ans, c'est en 22. C'est en 22, Ouais. tout à fait. J'ai T'as fait 25 tout à ans, l'heure. t'es jeune. 25 ans de Il faut maison. le prendre comme ça, t'as 25 ans. Donc ce soir, nous vous avons promis, en tout cas Arthur vous a promis sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça cet après-midi, une spéciale Le Cid, comme si c'était voilà, un programme spécial chanson française. Il fallait au moins ça pour un tel tube. Il sera donc question de ce grand classique du répertoire ce soir. Il sera question de Rodrigue, de Chimène, de Corneille, Denis Podalides dans le cadre du programme de théâtre à la table de la Comédie Française. Vous vous saisissez en tant que directeur artistique, comme on appelle, metteur en scène. Je suis responsable de la lecture. Je ne sais pas s'il y a un nom particulier. Je crois que c'est Oui, directeur responsable. artistique, chef. En tant que chef, oui, allez-y, au bout de 25 Lieutenant, ans, on peut, ouais, on c'est peut vrai, à bout assumer de 25 ans, c'est cette position. Ouais. Donc vous êtes le le chef de la lecture de ce Grand texte ordonnateur. académique. Un texte, un steak statutaire Un steak. dans le répertoire, mais aussi dans le corpus éducatif, puisque à peu près tous autant que nous sommes, si nous sommes passés par l'éducation nationale française, nous avons dû apprendre à un moment donné. Alors moi, je me pose la question. Moi aussi. Je suis pas C'est si obligatoire. sûr maintenant. Le CID, Je pense que ça a un peu disparu Alors, de le- l'horizon. Moi, il j'ai est quand un même au bac fait français très souvent. très souvent. Oui, et puis je crois qu'à un moment donné, il était enseigné au collège. Ah, moi, je pensais qu'il était enseigné au collège, mais pour moi, il avait un peu disparu des radars. À tel point qu'un jour, j'ai eu une conversation avec le directeur de la Pléiade, M. Pradier, et qui est un très très brillant, très cultivé, et qui me disait qu'il songeait à arrêter tout simplement la publication des volumes de Corneille dans la Pléiade. Mais pour Parce que ça ne se vendait plus. Ça ne se vendait plus et ça ne s'enseignait peut-être plus. alors bon. Donc j'étais très surpris et ils envisageaient ça pour Corneille, Racine, pour pas Ah mal bon d'auteurs qui semblaient, encore il y a 15-20 ans, mais que ces textes-là... Je te vendais Alors, plus dans peu vendeur. dans l'édition Pléiade. Voilà, Parlez vraiment arrêtez, fiction, ouais. on arrête, ça, voilà, il y a trop d'invendus. Alors je pense que ça part dans les annales ça du n'a bac. pas été une décision, c'était envisagé. Je pense pas que ça a été décidé et Un acté. scandale. C'est le temps aussi, ça. Hein. C'est la culture, ça vieillit aussi. Il y a des sur choses. Wikisource maintenant. D'ailleurs, c'est ça qui est J'ai vu le intéressant. site sur Wikisource aujourd'hui. C'est que ça n'est plus forcément des... Ou alors, c'est plus forcément des tubes. Enfin, c'est pas dans quelle tête. Les têtes de gens un peu chenus comme moi, c'est peut-être encore un Qu'est-ce que ça veut tube, dire mais chenu? chenus, qui ont les cheveux blancs. Enfin, moi, j'ai plus de cheveux, mais vieux. Voilà. Yeuve. Voilà, pour Vieux, ceux qui voilà, nous c'est- écoutent. Et Pour par les exemple, vieux. pour quelqu'un de la génération, bah, vous n'êtes pas tout à fait de la même génération. Ouais, J'ai bah, 36 moi, ans. Ouais, moi 30. 30. Ouais. Est-ce que, par exemple, tu as étudié le CID au lycée? Non, pas au lycée ni collège, Ni mais au par collège. contre en cours de théâtre, je me rappelle en relisant la pièce là, il y a plein de phrases qui sont quand même des phrases tubes qu'on voit Oui. en cours de théâtre pour les concours. Voilà, Chimène, Rodrigue, en le relisant, c'est dingue. sont beaucoup travaillés. Quoi. C'est le roi, les phrases. le roi de la punchline quand même. Il y a Ouais. énormément de phrases célèbres. Mm. Ouais, exactement. Mm. C'est dingue. Ouais.
Mais d'où la les pièce- connaît-on si on ne les connaît pas de l'école? Non, mais je pense On qu'en les 2009, connaît, il y a aussi 2010, la c'était culture transmise par les familles, les grands-parents qui transmettent. Et puis c'est repris, je pense qu'il y a un univers publicitaire, par je exemple. note mes points, ça se dit beaucoup dans les Une films. quantité de choses, oui, oui. Va court. Va court vol et nous venge. Orage au désespoir. Et la vertu n'attend pas la... Le nombre des années. Nos âmes bien nées, la vertu n'attend pas la... À le vaincre nombre sans des années. péril, on triomphe Sans gloire. C'était des sujets de dissertation aussi, d'ailleurs. Hein. Ah oui. Le De parti rédaction. Ouais, Ah, le ça, parti c'est Saint-Jean, pour- C'est les par inconnus un aussi. pont renfort. On fait un sketch sur les cibles. Non, j'ai vu un tuto. Moi, je crois que le CID, c'est ça, en fait. Il y a Moi, je toute regardais Stéphane une- des Inconnus. Ah oui. Et ils font tout un sketch sur le CID monté par des écoliers, Ça a je été crois. énormément parodié. Hein. Ça, il y a plein de contre-pièces du site. Bon, vous présenterez une version Nous, on lit académique. On lit la pièce. C'est une répétition. Les acteurs ne sont pas costumés. Un peu comme dans la plupart d'ailleurs des lectures à la table, c'est une confrontation avec le texte sous l'angle de la répétition. Il n'y a rien qui s'incarne, disons, dans le dur, dans les costumes. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir un groupe d'acteurs aux prises avec ce texte et qui essayent par le jeu de la lecture d'en sortir, d'en faire apparaître la substance et que le spectateur rêve à un spectacle. C'est ça que j'aimerais bien, c'est que se disant j'aimerais bien voir le spectacle que ça donnerait. Et les gens vont pouvoir voter, Issu. Voilà. voter et dire quel théâtre à la table ils veulent voir en spectacle. C'est une plaisanterie. Ah, je crois qu'ils allaient voter pour savoir ce qu'allait choisir Audrey. L'amour ou l'honneur. Ah. Également. Il y a quand même un dispositif un peu formel dans le théâtre à la table, c'est-à-dire que vous avez un nombre de jours Ah, oui. limité. C'est une semaine. Enfin, on commence le lundi comme aujourd'hui et c'est capté le Des vendredi. contraintes techniques, puisqu'il Et fait... le vendredi, ça doit être fait, ça doit être fini. Donc en fait, on doit le jeudi, on doit à peu vite, hein. près. Ça va très vite, je pense. Ouais. Donc le travail, c'est pas. Oui, parce que Benjamin est un, Moi, j'ai peur. un grand spécialiste du théâtre à la table. Il T'en es un il Non, entame sa mais- troisième... Oui, c'est vrai. mais je Pièce. suis pas celui qui en a fait le plus, mais comme j'en fais 3 de suite, ça Ah ouais. impressionne. 3 C'est c'est-à-dire. énorme. Ah oui. Non, mais Mithridate, les acteurs de bonne foi, voilà. Mais c'est le hasard du calendrier, mais je Et sais qu'il y a des camarades qui en ont fait plein aussi. Moi, j'ai la première, moi, en fait, que je fais. Alors pourquoi vous avez choisi le CID? Pourquoi vous avez Je- choisi... On vous a je n'ai invité pas- à le faire ou On vous m'a y êtes invité à le allé faire. On m'a invité à le faire. Non, Eric m'a demandé de le faire. Et je l'ai fait très volontiers parce qu'il y a quelques années, il y a un ancien acteur qui était ici qui m'avait sollicité pour le monter. Et Plusieurs qui fois. voulait jouer, hein, Bruno, Bruno Raffaelli, tu voudrais pas monter le CID avec Benjamin. Et Benjamin Fury-Rodrigue. Mais... Et l'idée m'avait... Sur le moment, je sais plus, j'y pensais pas du tout. C'était vraiment pas... Et puis après, l'idée m'a séduit, j'avais relu la pièce, et puis je me disais, mais... Ouais, il y avait... Et la dernière je fois crois qu'il même a que j'en été ai parlé, joué- mais si, j'en avais même parlé avec Eric, et c'était pas dans les projets envisagés. Donc je crois que c'est ça aussi, on a eu une discussion, et l'idée l'intéressait, mais voilà, c'était pas dans les plans à venir, et donc je crois que c'est en ce souvenir-là mais qui m'a demandé de le faire. Et pourquoi c'est pas dans les plans? Parce que ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est tellement attendu, tellement entendu, tellement... Bah c'est ça justement qui qu'on fait, a on se plus dit envie c'est d'entendre ça à tellement la Comédie entendu, Française. alors à la Comédie Française on n'a pas forcément envie de faire un musée et de même si c'est la vocation de la Comédie Française, une des missions c'est d'entretenir le répertoire ancien, d'autant que ce répertoire on peut cesser de le jouer tout simplement. C'est vrai que j'en vois assez peu de sites sur les scènes publiques et privées d'ailleurs. c'est peu de Corneille. Depuis, il me semble pas que vous avez le dernier au français c'était Brigitte vous Jacques. l'avez sans doute celui de Jacques Brigitte. Wajman, ouais. C'est en 2000, c'est il y a plus de 10 ans. 2005. 2005, vous voyez, 16 ans. Yves Bonnel l'a monté il y a 2 ans, je crois. Ici. Ah oui. Pas ici. Non, pas ici. Non. Le CID. Oui, le CID, voilà. Mais il fut un temps quand même. On en jouait, Ah, le on malaise. jouait tous les 2 ans. Donc ça a un petit Mais peu disparu quand vous même. avez peu joué. Est-ce que vous avez des expériences cornéliennes les uns et les autres? Moi, j'en ai que ça. Moi, j'en ai joué beaucoup. Ma Oui. première expérience professionnelle, c'est une tragédie de Corneille, Sophonisme, montée par Brigitte Jacques.
Et puis j'ai joué La Veuve de Corneille, une comédie sublime que j'aimerais faire un jour, montée par Christian Risse, qui a été mon premier spectacle qui m'a rendu heureux. Si bien que le nom de ce personnage est devenu fétiche. La Veuve. La Veuve. Je jouais le rôle de Célidan. Je vais remplacer Jean-François Sivadier dans une distribution. Et j'avais été tellement heureux en jouant que ce rôle m'est resté comme un fétiche. Et c'est un nom que j'utilise fréquemment. Et même si vous êtes rentré à la Comédie Française. J'ai joué le avec menteur. Corneille. En fait, moi, j'ai vu Le Menteur, non pas avec Denis, mais c'était Loïc Corbery qui le remplaçait. Je venais d'arriver à Paris. J'arrivais en 2004. Alors peut-être que je l'ai vu en 2006. Le Menteur, c'est en 2004. C'est vrai? Ouais. Moi, tu l'as Jean-Louis peut-être Benoît. joué jusqu'à 2006, peut-être. Ouais, j'ai joué plusieurs saisons et puis je sais plus. Loïc l'a joué sur la dernière saison, je crois. Et c'était en matinée à 14h. Moi, j'étais au cours Florent et je vois Loïc, que je connaissais absolument pas, sortir de ce trou-là, devant là, comme ça. Et il arrive de Poitiers. Moi, je suis de Poitiers. Et d'Oran. Ça donne envie de le faire. Et tout d'un coup, je l'ai vu et il m'a scié dans ce rôle. Et j'ai bossé le monologue de la montre avec le père, là, c'est ça, Jérôme, au concours, au conservatoire. Et j'avais été voir Loïc en sortant de scène, que je connaissais pas, et j'étais là. C'est formidable, t'es super, je suis fan et tout ça. Et après, il était un de nos intervenants en classe libre, la classe gratuite du cours Florent. Et j'étais fou de joie que Loïc soit notre intervenant, un metteur en scène. Et c'est lui qui a parlé de moi après, 4 ou 5 ans plus tard, à Muriel Mayette. Donc c'est mon premier... Le lien, c'est Corneille. Et la première fois que j'ai joué à la Comédie Française, c'était la Place Royale. Oui, c'était un Corneille. Avec Denis. Mais bien sûr, la Place Royale. Dans le premier rôle dans la pièce, j'ai rencontré Benjamin. Donc, vous vous êtes dit que peut-être plus tard vous feriez quelque chose. Assez vite. Moi, je m'étais dit assez vite. Parce qu'il y mettait un engagement très fort. Non. Et puis, oui, c'est vrai, j'ai oublié aussi la Place Royale. Oui. Donc moi, j'ai fait beaucoup. Mais Corneille, il y a quelque chose de l'enfance du théâtre chez Corneille. Et l'illusion comique. J'ai joué Matamor. Je t'ai vu jouer Matamor. Ah oui. Rien du tout. Rien. Quelque chose. Alors. Ils ont joué tout Corneille. Non, avec deux. Non, rien. Non, Rien c'est du vrai, tout. ça fait un... Jamais. Jamais, vraiment Corneille, rien du tout. Alors, il y a 2 semaines ici, on a évoqué avec Eric Ruff, Blandine Masson, France Culture et Marina Hans, dans le cadre du cycle Racine, qui est coproduit par France Culture et la Comédie Française. On a évoqué la langue de Racine, la pureté des vers raciniens. Marina Hans disait qu'en un mot, Racine racontait ce que d'autres pouvaient dire en 3 alexandrins et le sortait de Bajazet, etc. Qu'est-ce qui fait la singularité de la langue de Corneille ? Je dirais c'est presque le contraire, en fait. Et il n'y a pas de pureté du vers cornélien. D'abord, tous ces auteurs-là, évidemment, s'inspirent de textes quelquefois très anciens, Racine souvent de l'histoire romaine, grecque. Et Corneille, lui, s'inspire d'un théâtre beaucoup plus récent, d'un théâtre espagnol, absolument baroque au sens... Précisément pour le Cid ou en général ? Parce que pour le Cid, oui. Le Cid, la pièce, elle est toute entière, mais dans une espèce de gang, tel qu'on n'en trouve que dans le théâtre espagnol, qui est très shakespearien. Et c'est-à-dire, il n'y a aucune unité de lieu, ni de temps, ni d'action. Il y a 50 personnages, ça part dans tous les sens. C'est parfois du théâtre de Guignol, et puis soudain un moment poétique absolument sublime. Enfin, c'est très très irrégulier. C'est baroque, c'est le vrai théâtre baroque. C'est ce contre quoi Racine va se constituer. Il va s'inventer. Et Corneille, lui, il est beaucoup plus proche du XVIe siècle, de la fin du XVIe. Moi, j'ai fait le petit constat que c'était écrit 40 ans après Hamlet et 40 ans avant Phèdre. Et qu'en fait, il est beaucoup plus proche de ce théâtre. C'est un théâtre assez archaïque. Il y a de la préciosité, il y a un travail du vers, il y a un grand bonheur d'écriture aussi. Le vers est précieux. Il y a des grandes préciosités, oui, il y a des choses qui sont ce qu'on appelle des préciosités dans le sens d'une poésie extrêmement raffinée qui vient du théâtre espagnol. La préciosité, c'est presque les Espagnols qui l'inventent. Sonnet de Góngora, parfois, je les ai pas en tête là, mais il y a des vers, c'est pas ceux qui sont les plus célèbres évidemment, parce que quelquefois ils condensent, ils font le grand, ils réussissent. La grande obsession baroque, c'est de réunir les contraires et de créer une espèce de tension absolue. La glace brûlante,
le soleil d'acier, le soleil de glace, etc. C'est des grandes figures baroques, c'est-à-dire l'obscure clarté qui tombait des étoiles, et notamment dans l'amour de Chimène et de Rodrigue est un amour complètement baroque au sens le plus pur, c'est-à-dire que elle ne peut l'aimer, elle ne l'aime qu'à condition qu'elle sache qu'elle va le tuer. Et elle lui dit: je t'aime d'autant plus que tu as tué mon père et qui est la raison pour laquelle je dois te tuer. Donc plus toi tu accomplis ton honneur, plus je t'aime, mais plus ça augmente mon désir de meurtre. Donc voilà, et alors sur ce paradoxe-là... presque rire quand même, parfois. Ah mais... Franchement, il y a des moments, c'est la crème, le gâteau, pas dans le sens lourd, mais dans le sens non, dans trop. le sens de folie. Folie. Une sorte de folie du langage et Mais justement, c'est très beau. Alors, c'est une tragicomédie. Après, Corneille en a fait une tragédie. Oui, c'est ça, il a fait évoluer le texte. Il a fait évoluer le texte. Il a gommé l'humour du parce qu'il y a eu une fameuse querelle. On lui a énormément reproché toutes ces irrégularités, justement, qui était un peu le sel qui est, à mon sens, le sel de la pièce. Mais on lui a reproché ça. Donc, il est allé vers un classicisme avoué. Et puis, c'est un siècle qu'on met en coupe réglée. Et donc, s'invente la centralisation, les académies, etc. Et tout est de plus en plus réglé. Et cette règle des 3 unités, qui était finalement une sorte de règle poétique proposée, mais qui avait un charme extrême pour les auteurs, devient une sorte de figure obligée. Et les pièces qui ont du succès répondent à ça. Donc, Corneille va faire entrer sa pièce un peu dans le clou. Mais sinon, il n'y a pas d'unité de temps, il n'y a pas d'unité d'action. Et vous prenez la pièce... une unité d'action par rapport à l'espagnol. Vous prenez la pièce telle qu'elle a été écrite à l'origine. En 1637, la première version. Il a fait évoluer Il a fait évoluer des éditions jusqu'en 1600. Après. La deuxième version qui est très connue, c'est la 1660, en fait, qui supprime la première scène. Et il y a plein d'ajustements, il y a plein de vers aussi, et même parfois, c'est des corrections de sens qui rendent les choses peut-être un tout petit peu plus claires, mais il enlève un peu il enlève la misogynie de Don Diego, par exemple. Je ne saurais plus citer les vers. Voilà, il polit la pièce. Il la polit. Mais ce faisant, je trouve que... Il a poli alors pour obéir à quelle règle? Règles de bienséance. Des règles de bienséance. Dans la coalition, on lui critique, ça me paraîtrait complètement dingue, on lui reproche telle expression plutôt que telle autre. Tu vois, on dit, vous auriez dû écrire, j'ai pas les vers en tête. Ça faisait autorité au point bien sûr. C'est la jeune Académie française qui l'attaque. Mais c'est pas créé encore l'Académie. Mais je crois que ça fait 2 ans. Pas encore à ce moment-là. On va regarder. C'est Richelieu qui l'a... Apparemment, c'est possible. A plus cherché que toi. Non, mais je suis quand même épate. Non, mais est-ce qu'à chaque fois que vous préparez un spectacle, vous avez une espèce de cours magistral quand même très intéressant, ça vous donne énormément de moi je lis des préfaces et puis je lis des petites notes comme ça c'est pas un travail... Non mais parce que ensuite nous diffuserons votre première répétition. Les profs en savent plus long. Qui a eu lieu. Oui, c'est un peu plus long peut-être. Mais non, les professeurs en savent plus long que nous généralement. Non, c'est quand même ce que vous donnez à entendre. Non, il faut savoir... Je vous voyais noter, Benjamin. Tout à l'heure. Le truc... Oui, mais c'est parce que je fais mon faillot, ça. C'est juste pour, en fait, pour lui faire plaisir. Je fais des dessins. Un truc important, c'est de ramener je trouve, de Corneille vers Shakespeare plutôt que vers Racine. Voilà. C'est de le ramener vers un baroque assumé et avec de l'inconscience, de l'inconstance, justement un vers qui parfois met 3, se décline en 4 vers alors qu'il pourrait peut-être être dit en un. Et de se laisser porter aussi par il y a une fureur, il y a une enfance, il y a une cruauté, il y a des passions qui doivent être davantage libérées. Quel est l'enjeu quand on travaille sur une pièce comme celle-ci, qui est un mythe quand on est au théâtre, a fortiori ici, c'est parce que c'est statutaire le CID. Quels sont les écueils à éviter? Est-ce qu'il y a encore des choses à tenter, si tant est que vous ayez envie? Il y a plein de choses à faire en fait avec ces pièces-là, je m'en rends compte, ne serait-ce que pour les rendre claires, lisibles, intelligibles. Il faut déjà y avoir rendre la langue intelligible. Le sens, de travailler, de faire ressurgir le sens dans sa clarté, dans son efficacité aussi, parce que ce sont des pièces qui ont une énergie. Voilà, la chose très importante, c'est faire ressortir l'énergie de cette pièce. Et ce qu'elle peut contenir de folie, d'obscurité, de cauchemar, de rêve aussi. C'est une pièce qui est très hallucinée par moments. Le récit du Cid,
les stances. Les scènes sont très conflictuelles. Donc il faut faire sortir cette énergie-là. L'enjeu, c'est de montrer que cette pièce est digne d'être jouée et qu'elle n'appartient pas forcément à un temps révolu, si c'est un temps de plus en plus ancien, passé, des problématiques qui évidemment n'ont rien à voir avec les nôtres, mais à travers lesquelles même notre présent peut finir par se lire de manière indirecte, se retrouver de manière indirecte. Marina, avec le portrait de Chimène, par exemple, la femme qui est Chimène, aujourd'hui c'est très intéressant de voir ce portrait de femme dans cette pièce. Qu'est-ce qui résonne avec l'époque ? Parce que ici, il a souvent été dit à cette table qu'il fallait qu'un classique résonne avec l'époque pour être bien entendu. Si c'est un classique, ça résonne toujours, de toute façon, sinon c'est pas un classique. Un classique, c'est une pièce qu'on reprend d'époque en époque, parce que précisément ça... Et le fait qu'on le reprenne résonne avec l'époque dans laquelle on le reprend, et inversement, c'est plus la poule et l'œuf. Mais c'est de l'essence ou c'est pas un classique, ou sinon ou alors des pièces anciennes, mais qui ne sont pas, qui ont vocation à l'oubli. Enfin, je sais pas, il y a des pièces même des pièces de Corneille qui me semblent vraiment beaucoup plus. Ou les pièces classiques, c'est les pièces de Voltaire, qui est l'auteur quand même dramatique le plus joué à la Comédie Française, qui reste encore aujourd'hui, je crois. Non, il a été dépassé par Molière il y a peu de temps. Mais jusqu'à il y a 10 ans, c'était l'auteur qui avait été joué le plus à la Comédie Française. Mais on peut pas monter une pièce de Voltaire, une tragédie de Voltaire. Alors voilà, c'est pas un classique pour moi. Candide est un classique, parce que le relire est intéressant, à la lumière du monde actuel, et ça jette sur le monde actuel une lumière particulière. C'est pas simplement comment ça résonne aujourd'hui, mais c'est comment notre monde résonne dans la pièce et comment la pièce résonne dans le monde. Ça va complètement ensemble. Donc le personnage de Chimène, qui est joué par Marina Hans, vous retrouvez Farès, Monime retrouve c'était un Rodrigue, c'était un échauffement. Chimène. C'est un personnage qui résonne avec l'époque. Il y a une forme elle est beaucoup plus moderne que Monime, elle est moins contrainte, si on veut faire des comparaisons, puisque ce sont les mêmes comédiens qui vont jouer. Bah oui, elle est héroïque. Elle est flamboyante. Alors oui, on pourrait dire qu'elle est masculine, mais c'est pas dans le sens où elle est... Non, mais c'est terrible de dire ça. Alors là, c'est une blague, je plaisantais. Non, mais justement, c'est-à-dire que c'est un gros cliché, mais c'est-à-dire que c'est génial que pour le théâtre de cette époque, enfin, je connais pas bien le théâtre espagnol, mais c'est un rôle sublime. Elle a une personnalité hors norme. Elle a une haute idée de l'honneur. Je ne sais pas si c'était fréquent pour les femmes à ce moment-là. Si, sans doute. C'est un thème très très important dans toutes les noblesses, en fait, aussi bien françaises qu'espagnoles. Et chez les Espagnols, c'est... Est-ce que, imaginez que vous repassez le bac. C'est l'identité même. Benjamin, par exemple. Moi, je suis l'examinatrice. Tu perds l'enfer. Quelle est l'intrigue ? Oui, l'honneur avec le sang. Quelle est l'intrigue ? Je vais poser une question à Benjamin. Quelle est l'intrigue, Benjamin ? Pire cauchemar. Élise, merci, histoire d'un mec. Élise. Tu vas m'épauler. Parce que les personnages, un binôme. Les personnages qui sont les confidents, même si vraiment ce mot ne va pas bien. Qu'est-ce que sont les confidents ? C'est toujours une vraie question. On va faire la discussion. Oui, l'Infante de Castille, c'est comme ça que ça commence. Enfin non, c'est Elvire qui parle au comte, et on comprend très vite que... Donc Elvire jouée par elle. Voilà, elle dit au comte, ce qui est un peu qui n'est pas complètement réel, disons, mais elle dit au comte, voilà, d'entre tous les amants que votre fille a, il y en a 2 qu'on pourrait retenir, et parmi ces 2, il y a dont Rodrigue. Qui ont une valeur, en tout cas, de leur chevaleresque, pas en tout cas, parce que c'est un sujet, justement, Rodrigue, ça n'est pas son rang, parce que l'Infante, donc il ne s'est pas encore illustré. Oui, pas encore. Il ne s'est pas encore illustré par des faits d'armes. Mais son père, oui, et sa famille, oui, non ? Don Diego était un très grand héros. Lui, il s'est signalé, il est même presque plus fameux que le comte, qui lui est une sorte d'héros actuel. Don Diego, c'est un héros déjà du passé. Dans la pièce espagnole, il dit vraiment qu'il est quasiment gâteux. L'Infante est amoureuse de Rodrigue, mais comme Rodrigue n'est pas digne de son amour, ça l'arrangerait
que les deux autres amoureux que sont Chimène et Rodrigue finissent ensemble. Ça lui permettrait d'avoir une excuse pour ne pas plonger dans cet amour qui ne lui est pas digne. Donc, ces deux amoureux, Chimène et Rodrigue, aide-moi, Élise. S'aiment. On pense au début de la pièce que ça peut bien se passer. Leurs parents sont d'accord pour qu'ils s'unissent. Voilà. Simplement, le roi recherche un gouverneur, non pas un précepteur. Le roi veut un gouverneur pour son fils, le prince. Il hésite entre Don Diègue et le comte. Don Diègue qui est le père de Rodrigue et le comte qui est le père de Chimène. Sauf que finalement il choisit Don Diègue. Le comte est extrêmement vexé puisqu'il est plus jeune et qu'il pense qu'il est plus valeureux et qu'il était persuadé d'avoir cette place. Il en était persuadé. Il y a cette grande scène entre le comte et Don Diègue qui est une joute orale, une espèce de combat de coq très drôle. Presque comique. Oui, presque drôle. Où c'est vraiment en fait, il se vanne, vraiment, c'est comme une espèce de concours pas d'éloquence, mais c'est une joute oratoire, quoi, qui termine par une vexation et donc un soufflet, qui est un pivot dramaturgique total, quoi. Et le Don Diègue est totalement humilié, au point de se dire qu'il n'est même plus capable, parce que le comte, il sort son épée, Don Diègue, mais le comte le désarme en quelques instants et ne le tue même pas, parce qu'ils disent « tu ne mérites même pas que je te tue ». Et ça, c'est l'humiliation suprême pour Don Diègue. Et donc Don Diègue demande à son fils, qu'il sait amoureux de Chimène, de le venger. Puisqu'il est question d'honneur quand même pendant toute la pièce, de honte et d'honneur et de devoir. Et c'est ça le poids épouvantable des pères, je trouve. C'est quand même, cette pièce, elle est évidemment inscrite dans une époque, mais aujourd'hui, elle résonne encore pour ceux justement qui n'arrivent pas à lâcher le père. Le problème par des pères. Mais absolument. À quel du point rapport fils-père. Ce que Don Diègue dit, c'est comme si c'est toi qui avais été humilié. Oui. Mais tous mes faits d'armes sont inscrits sur ton front, mais le déshonneur est également inscrit sur ton front, comme s'il n'avait absolument pas d'identité seul et qu'il était la même personne que son père. Donc il dit, il faut que tu me venges, il faut que tu tues le comte, le père de celle que tu aimes. Et il y a cette phrase épouvantable. L'amour, des maîtresses, tu en auras plein, mais tu n'as qu'un honneur. Et tu dois donc me venger. C'est ça un vers que Corneille a ensuite corrigé pour pas que ce soit trop... ça choquait un peu la bienséance, de le dire aussi crûment. Est-ce que c'est ça le dilemme cornélien ? Parce qu'à un moment donné, Rodrigue est confronté à un choix. Enfin, a-t-il réellement le choix ? Lui, il dit qu'il n'a pas, il n'a jamais le choix. Quelle que soit l'issue, c'est dramatique. Enfin, c'est même pas dramatique, c'est tragique. Voilà, il y a pas. C'est la mort, quoi qu'il arrive. Parce que même s'il il souhaite sa propre mort, il finit par décider de tuer le comte, de venger son père, mais il comprend d'ailleurs qu'il ne puisse pas vivre derrière ça, et que Chimène veuille le faire tuer ou le tuer. Enfin, lui, il veut mourir de la main de Chimène d'ailleurs. C'est toujours un conflit entre le devoir du sang, le devoir de la caste et l'amour. L'amour qui lui donne le sentiment de son individualité et le devoir qui lui donne le sentiment de son appartenance à une caste. Et c'est en fait le conflit de ces deux options qui est généralement le choix cornélien. Le désir individuel contre pour qui est-ce que j'agis ? J'agis pour moi ou j'agis pour mon père, pour ma patrie, pour mes... Voilà. C'est souvent ça se situe là. Et ça peut résonner aujourd'hui sur l'honneur, justement sur les... C'est un peu extrême. Non, c'est sur l'identité d'ailleurs, ils ont des problèmes dans la mafia, ou je sais pas, ou ça fait penser à Roméo et Juliette aussi. Alors ça c'est pas Roméo et Juliette, mais sur sur la famille, sur la vengeance aujourd'hui, c'est ce qui fait les guerres en fait. C'est ça, c'est des combats de vengeance, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc on va tuer un tel qui a tué un tel, c'est Israël-Palestine. Enfin c'est ce qui fait que les guerres durent toujours. C'est pas que une question d'honneur, mais c'est une question de vengeance. L'honneur, c'est ce qui se faisait tenir tout un système féodal
qui fait que si vous atteignez mon honneur, quelles que soient vos revendications, vos raisons, moi, mon honneur me donne tout le droit. Et c'est ce que Chimène revendique. Chimène, elle va revendiquer jusqu'au bout son honneur, l'honneur de son père, qui est le sien. Elle confond totalement son propre honneur et l'honneur de son père. Et alors qu'elle est de plus en plus, d'ailleurs on peut sentir qu'elle est de plus en plus amoureuse de Rodrigue, eh ben elle n'en démord pas. Elle ne démord pas, et elle ne cesse de lui dire oui, elle sous-entend tout le temps, je ne te hais point, donc elle ne cesse de lui dire par la négative qu'elle l'aime. Et elle le comprend même. Elle comprend qu'il a été obligé. Elle comprend tout à fait son honneur. Et elle l'aime d'autant plus que lui a vengé son propre père. Et donc s'est rendu et obéit à la loi de l'honneur, mais ça l'oblige, elle, encore plus, à demander sa vie. Donc, rien n'est plus fort pour elle que son honneur. Pour avoir la même valeur que lui aussi. Exactement. Alors que le roi, il y a un personnage dont on parle qui est très important, qui est le roi, qui essaye de mettre de l'ordre dans tout ça. Parce qu'il essaie de lutter contre les féodaux. C'est la fin du régime féodal, où chacun se bat pour sa paroisse, et de créer une unité nationale. C'est ce qui s'invente dans le XVIIe siècle. C'est ce que Louis XIV va réussir à faire après la Fronde. Là, on est même pas très longtemps après la Fronde. On est 5-6 ans après la Fronde. Et donc, le roi, il représente vraiment un roi qui essaye de créer une loi pour tous, une règle, et qu'ils doivent se soumettre à la couronne. Mais en fait, le comte, on s'en rend compte d'ailleurs dès le début que le roi, pour lui, lui, il est le bras armé du roi. Il se dit, puisque je le défends, il va rien m'imposer. Et c'est ça, c'est tout le drame, le problème des rois dans ce début du XVIIe, c'est à leurs valeureux guerriers de leur dire, vous ne vous battez pas pour vous tuez maintenant pour la couronne et pour la France. C'est l'idée de nation qui naît, alors qu'en fait, avant, le roi était un peu le chef d'une bande où tous avaient des intérêts, mais où tous pouvaient tirer à hu et à dia, et ils n'avaient pas du tout le sentiment d'une unité nationale. Des pièces comme le Cid, elles contribuent aussi dans l'histoire littéraire, et dans l'histoire tout court, à créer l'idée d'une nation, c'est-à-dire une valeur supérieure aux honneurs des uns et des autres. Et c'est le nouvel honneur, l'honneur national. On va inventer le patriotisme. Le patriotisme n'existe pas du tout. Ils parlent de leur race, de leur sang, de leur... C'est comment on s'extirpe du sang. C'est des pièces qui racontent ça. Comment on s'en sort de la vengeance de sang, du droit du sang, de tout ça, et comment on invente l'idée abstraite d'une nation. Il y a ce personnage de roi que j'aime beaucoup, qui est joué par Alain Langlais, qui... Il dit aussi, il l'envoie se battre, il règle généralement les problèmes en disant, écoutez, vous allez tous voir les morts, et puis vous leur foutez une grande pâtée comme ça, ils se battent pas entre eux, on trouve toujours un ennemi extérieur, et ça crée un semblant d'unité. C'est le roi qui conclut la pièce. Oui. En laissant... Et le roi soit désormais le Cid, il a trouvé son champion, et en fait, grâce au Cid, à Rodrigue devenu Cid, parce que c'est l'histoire aussi d'une initiation. Il devient Cid au 4e acte ou 5e acte. Exactement, au retour du parce combat, qu'il est héroïque, ce qui lui vaut le récit. Et en fait, il devient le Cid dans ce récit magnifique que Benjamin va nous faire merveilleusement. C'est là. Parti, voilà. Garde-toi, c'est un titre. Il a des moments comme ça. On va se régaler samedi soir. Oui, parce qu'il va falloir la sortir, cette... Mais ce qui est génial, c'est qu'en lisant la pièce, on se dit vraiment que on joue plus ça. Enfin, on joue plus. C'est comme un cadeau aussi pour les acteurs, les actrices, de se risquer, de se jeter à en faire trop, mais qui est jamais trop. C'est ce que tu dis, parce qu'il y a une énergie. D'assumer un lyrisme totalement épique et de voir jusqu'où on peut aller. Et que je pense que le ridicule est à ça de l'émotion. Et c'est ce que j'allais dire, et qu'en fait, faut pas avoir... je pense que c'est une pièce où il faut se lancer, ce que tu nous dis ça, où il faut avoir peur de rien, il faut se lancer totalement, assumer le lyrisme, parce que c'est presque complaisant parfois dans le oui, mais non, mais oui, mais non, mais je peux, mais je ne peux pas, mais c'est parce que je ne peux pas que je... Enfin, ça en devient risible, mais je pense qu'il faut l'assumer totalement, et c'est rare de jouer ça. Quand on se lance dans Nous partîmes 500, mais par un pont refort, on est quand même... C'est extrêmement célèbre. Il faut y aller sans filtre, en fait. Simplement. Voilà. Mais généralement, il faut mettre ça de côté, la célébrité de la chose. Oui. En fait, on n'a jamais rien à en tirer de la célébrité. Mais c'est surtout que oui, mais est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Être ou ne pas être, le fait de savoir que c'était universellement connu ne m'aidait absolument pas. Non, mais je trouve pas ça aidant. Il fallait
ça n'aide. Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait rien. On le dit, bah non, mais. On n'en fait rien. C'est comme une chanson de Brel, impossible à Il faut reprendre. penser toujours à la personne qui, elle, ne connaît pas. Comme Vitesse disait toujours, le japonais du 8e rang, celui qui ne connaît pas la pièce et qui attend qu'on lui raconte cette histoire-là de la manière la plus intelligible. Puis c'est une fierté un peu mal placée de dire faut que je le dise comme ça n'a jamais été dit. Oh. Mais en réalité, moi Mais je l'ai déjà, jamais entendu. de simplement Je le l'ai dire. jamais vu cette pièce. Je l'ai vu. Le Cid. Moi, j'en ai vu. Ah si, je l'ai vu, pardon, je l'ai vu n'importe quoi. Je l'ai vu une fois. Mais je l'ai vu une fois, mais c'est pas comme si j'avais. Il y a certains vu. vers qui sont presque des gimmicks. Vous avez fait des tutos de la Comédie Française pour Oui. une cérémonie des Molières. Ce passage-là est repris Ouais. sur un mode tragicomique, franchement comique. Donc c'est pas si facile en fait. Je suis en train de vous mettre une petite pression. Non, mais c'est. Moi, ça me fait pas peur du tout parce que Enfin, je dis ça, si un jour je suis amené à le jouer, ça se trouve, je serais pétrifié, mais c'est aussi excitant d'imaginer la salle frémir. Oui, c'est maintenant. Enfin, je trouve ça beau en fait. C'est des rendez-vous Il y a des moments où on voilà. va sentir que les gens sont. Bah ouais. C'est maintenant. Et les gens ils suivent avec leurs bouquins dans la salle Richelieu. Il y en a qui C'est connaissent comme par très cœur le bien texte et écrit, qui le parce que- disent et ça embête ceux qui sont derrière. C'est quand même très bien écrit parce que justement, ces moments-là, dans l'écriture, c'est énormément valorisé la force de l'instant présent. C'est le moment c'est très très bien ménagé par l'auteur, comment c'est écrit, pour que on se dise c'est maintenant. Et on se le dit pas forcément parce que c'est célèbre, mais on se le dit aussi parce que C'est écrit comme ça, ouais. il le dit, le roi lui dit maintenant vas-y raconte, enfin, comme c'est amené par toute la pièce, il y a un effet de suspense, enfin, il y a un art théâtral. En fait, la vérité de tout ça, c'est qu'il y a un art théâtral consommé là-dedans, et en même temps qu'il y en ait un point d'innocence, un point d'enfance, où on peut aller trop loin. Les passions sont complètement exacerbées. Ce que l'on éprouve, on le dit, on le cache pas par un discours méta. On le dit, et quelquefois on le dit de la plus extrême façon, malheureuse. Ça veut dire je suis malheureuse. Et comment l'acteur, c'est merveilleux pour les acteurs parce que c'est une confrontation avec soi-même des textes comme ça, parce que c'est vrai, ça vous oblige à être à un point d'accord pas évident à obtenir. Parce qu'évidemment, comme je disais, le ridicule est pas loin. Il faut pas être dans la surcharge. C'est jamais de la surcharge. C'est super fin en même temps. C'est simplement que ça avance, que le mouvement est très puissant, très fort, et que les personnages, ils sont chargés d'un destin dont on n'a pas forcément idée aussi. Toute scène, une question de vie ou de mort. Si on prend tout ça aussi de manière assez... Si on oublie un peu le poids des générations et des ans qui ont mis un vernis classique, ce vernis classique qui quelquefois anesthésie un peu la force d'une pièce. Et notre travail souvent, c'est pas de dépoussiérer, parce que la poussière, c'est très beau. C'est de redescendre et de recomprendre de l'intérieur comment pour retrouver l'enthousiasme des premiers temps. Moi, je me rappelle qu'un jour, j'arrête pas de parler, quand je jouais à Hamlet, je me disais, Burbage, c'est l'acteur qui avait joué le rôle, j'essaie de me penser à des sensations qu'il avait pu avoir en s'avançant vers le public pour dire être ou n'être pas pour la première fois. Et l'enfance de ça. Et on se rend compte quand on se met, qu'on dit des choses absolument invraisemblables. S'avancer, dire être ou n'être pas, c'est la question. De commencer un appel comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, de commencer, nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous vîmes. D'un seul coup, il fait mouvoir un océan comme ça. Et c'est très très beau. Et si on se remet au point d'innocence, je pense que c'est un théâtre jouissif, une jouissance théâtrale que l'on ne peut connaître peut-être qu'au théâtre d'ailleurs, parce que c'est toujours une jouissance liée à, pour moi, la présence en vrai, des acteurs en vrai, et la parole travaillée. Parole écrite, parole en vers, et parole dite et travaillée, pensée par les acteurs dans une certaine forme. Ça, il n'y a que le théâtre qui l'offre. Vous avez commencé à leur donner des indications cet après-midi, donc lors de cette première séance de répétition. Quelle idée, Élise, vous faites déjà, aujourd'hui lundi, d'Elvire? Ouais, alors, je sais pas, je trouve que c'est intéressant ces personnages-là, effectivement. Parce que c'est des gens, oui, tu disais, la sororité avec
avec Chimène. Les personnages de suivantes, enfin de voilà. de En fait, c'est des confidentes. gens qui voient tout, non, mais beaucoup. Moi, j'étais très étonnée parce que on voit souvent écrit dans des scènes, Rodrigue, Chimène, Elvire. Et alors, je lis la scène, elle ne parle pas, mais elle assiste à tout. C'est quand même étonnant. C'est des gens qui, en fait, assistent à tout, qui sont des confidents à qui on dit tout, et en même temps, ils sont là, donc ils n'existent pas vraiment. Enfin, c'est une espèce de position qui est quand même très étonnante. Et je sais pas, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est un rappel au code, quoi. Quand Rodrigue vient, après avoir tué le père de Chimène, et qui vient dans la maison et qui tombe sur Elvire, il lui dit mais un meurtrier ne trouve pas son refuge, son asile ici. C'est un rappel des codes. C'est super, Moi après il lui dit qu'il vient pas pour l'asile, mais parce qu'il est justement parce qu'il veut mourir et qu'il vient chercher son juge. Et elle lui dit de se cacher. Oui, et elle lui dit de se cacher. En fait, je pense que les personnages dans les tourments amoureux passionnels seraient morts bien avant dans la pièce s'il n'y avait pas les suivantes, les gouvernantes qui modèrent, qui rappellent à la raison, qui en même temps comprennent ces situations-là aussi sans doute, et sont aussi dans le jeu. Et ça demande des actrices particulièrement subtiles, ce genre de rôle. Claude Mathieu joue l'autre. Il faut un regard et une écoute. Il faut quelqu'un qui soit intéressant à regarder, écouter l'autre, pour le relancer, qu'il relance, qu'il tempère, qui parfois lui oppose un... Et moi, j'aime beaucoup Élise, parce que Élise, comme actrice, est une actrice qui fait qu'on l'écoute. Et qui a elle-même une écoute très rare, qui fait qu'on se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'elle pense, elle? Et je pense que pour ces rôles-là, il faut de très très bons acteurs. Parce que c'est les rôles... d'ailleurs, c'est pour ça, après, souvent, quelquefois, avant, il y avait des hiérarchies. Si on commençait en jouant la confidente, et puis après, on prenait... Mais il y avait une justesse là-dedans, c'est que l'actrice, comme tu dis, qui voit et qui écoute tout, qui entend tout, c'est des sismographes, ils sentent absolument tout. Et ça peut être c'est toujours très intéressant de voir ces scènes à travers le regard ou l'écoute d'Elvire, d'une Elvire qui est sororale, mais qui en même temps oppose des choses parfois très très fortes, qui accouche, et aussi une fonction psychanalytique, ça on le sait, qui accouche l'autre, qui le laisse parler, qui dit « Ah, là vous avez dit », quelquefois elle résume en un mot. Qui pose des questions, qui la avancer. Il y a vraiment toute une série de questions, t'as vu, toute une série de questions, et là, le silence de Chimène, il faut qu'il existe d'ailleurs. Et alors, Benjamin Laverne, vous l'avez choisi pour Scapin. Ça a été, vous connaissez bien. Ça a été une grande aventure. Ah, ça ne rajeunit pas, ça ne rajeunit pas. Combien de représentations? Combien de représentations? Je l'ai joué 1200. Voilà. Oui, le confinement est tombé, j'allais nous le jouer au j'allais remettre 5 semaines. Oh, zut. Non, mais Au théâtre libre. Au théâtre libre. On l'a joué près de 200 fois. Élise est dans Scapin. Je Zerbinette. ne pas faire ça, mais le théâtre. Zerbinette, oui. Mais j'ai vu les affiches pendant des mois, un peu dans le confinement. Et oui, sur les colonnes. C'est vrai, hein. Oui, c'est vrai. J'ai jamais été aussi grand sur les Benjamin. Il y a eu beaucoup de Benjamin Mais il Laverne dont était on parlait. Oui, c'était énorme. très haut. Sautant, non? C'était, oui. Il était là. énorme. Ouais. Et Donc sur toutes les colonnes. c'était un excellent Scapin. Vous l'avez À choisi. votre avis, qu'est-ce que je vais vous répondre? Catastrophique. Vous devez faire de l'humour. Il me laisse une seconde chance. Et qu'est-ce que Là, vous voyez? avec Qu'est-ce que Rodrigue, vous voyez? Écoute, on s'est loupé avec On s'est Scapin. raté. On se rattrape dans cette lecture, hein? Mon Benjamin. Vous ferez 1000 fois Rodrigue, Benjamin Laverne. Non, mais Qu'est-ce que vous Scapin, allez je faire le de sens Rodrigue? pas Qu'est-ce qu'il va bien faire de ce Rodrigue? Justement, c'est ça que je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont faire de leurs différents personnages. C'est très intéressant, ça, on ne sait pas. Moi, aussi, j'avais donné Scapin à Benjamin parce que je sais capable de tout. Et je dis, c'est un précipité chimique. Ça donne ça. Ah bon, merveilleux, t'es le témoin. C'est ça que j'aime, mais là, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas, ça peut être... Moi, j'ai vu son Xiphares, c'est là, il est magnifique. Alors, j'en attends beaucoup, là. Voilà. Xiphares, c'était il y a 2 semaines. C'est une logique de ces rôles-là aussi, de les jouer.
C'est logique que Benjamin joue ses rôles. Mais c'est vrai que parce que Benjamin, vous aimez Scapin, la quand il m'a dit comédie. je jouais Scapin, je ne savais pas non plus ce que ça allait donner. Vous saviez que c'était une grosse responsabilité. Oui. Ah oui. Ouais, mais c'est ça, il faut se défaire. Mais à la vraiment fois, de ses peurs. c'est le plaisir est dans la peur, hein, vraiment. Enfin, Vous aviez le trac à chaque fois, Scapin? oui. Parfois, parfois 1 minute avant, parfois 10 secondes avant, parfois 1 heure avant, mais. Qu'est-ce Ouais, on qui se sent un fait poids. que Non, mais vous on avez se sent le un poids. C'est comme trac? le site, j'imagine, de jouer Rodrigue. C'est. Il y a Le une trac, attente. Il y a le une trac attente. vient C'est de un rendez-vous. l'importance du rôle. C'est comme un. Oui. Ça en fait partie, ouais, bien sûr. On sait qu'il y a des gens qui découvrent le théâtre, qui découvrent l'auteur, qui découvrent la comédie française, qui découvrent Benjamin à travers la pièce. Ça fait Les familles. les Très jeunes. Des familles Et Première entières. sensation de théâtre. Ça va leur mettre ou non le goût du théâtre. Ouais. En français, on a beaucoup ce cas de figure. Moi, ça m'émeut toujours, ça. C'est vrai. Des gens qui vous attendent, disent ben voilà. C'est la première fois qu'il qu'il- la première fois que. Ça, j'ai eu ça, mais très souvent. Il ne reviendra pas. On a vu tout nu au bout de 5 minutes. Voilà. Non, merci. Dans Merci, un drap Daniel. à peine, ouais. Mais, Non, mais ouais, c'est on vrai, se ça sent fait partie des responsable. responsabilités que vous avez en tant que Ici, théâtre au- national et Oui, ça c'est pleinement ici. Oui. C'est pour ça que c'est toujours assez bien ici de donner comme une version pas surinterprétée, pas forcément hyper transformée, comme si les gens dans la salle l'avaient vu 50 fois. D'en donner une sorte de version princeps, un peu ce que faisait Villard. Il donnait des pièces comme une sorte. Quand je les écoute encore, c'est difficile à écouter. Le temps a tellement passé, le style de jeu a tellement changé, mais on entend une sorte de degré zéro de la pièce. Et ça, j'aime bien. Avec laquelle on peut, et là, à partir de là, on se fait son idée. Ça, ça fait partie du cahier des charges un peu, d'une mission de la comédie française. C'est jamais dit, mais C'est jamais dit. comme tu as des gens qui viennent pour la première fois au théâtre, première fois voir une telle ou telle pièce, de leur donner une sorte de, pas version brute, mais d'une chose qui ne suppose pas que la majorité de la C'est un gros mot salle classique. a déjà vu cette pièce 50 fois. Tu vois. Donc d'être la clarté, l'intelligibilité, la simplicité, une certaine simplicité, ce qui n'exclut pas pour certaines pièces d'un seul coup, de contraire de demander, parce qu'il faut toujours, en fait, la règle de cette maison, c'est la variation, la variété, la diversité, voire la contradiction. Et quand on a joué un spectacle dans tel sens, on a joué une comédie, on joue une tragédie. C'est-à-dire, c'est les opposés. On est dans l'oxymore, naturellement, ici. donc là vous parlez de Merlin, Xiphares, Merlin, chez Marivaux. Vous avez tout à fait, Merlin, la vous semaine êtes bien dernière. amusé. C'est bien marré, mais c'est fini. Hein. Et Là, c'est. et là on est chez On plonge. Rodrigue. Ouais. Non, mais c'est solaire, cette pièce. C'est vraiment... elle a quelque chose de jubilatoire. Enfin, il y a... Moi, je reviens plutôt à ça, en fait. Je porte l'accent sur tragicomédie. Et pas tragédie. Pas tragédie. C'est pas une tragédie. Ça devient une tragédie avec... l'histoire en a fait une tragédie, parce que Corneille lui-même l'a voulu comme ça. En même Mais temps, le ça se jeune termine comédie- pas mal. Ça fait partie des De toute façon, critères. tragédie, comédie, oui, c'est ça, c'est un critère. Il y a 3 notions, ça ne veut pas dire que c'est comique, mais il l'a appelé le tragédie. En 1660, c'est une tragédie. Mais quand j'ai vu la mise en scène de Brigitte Jacques, et j'ai quelque chose qui m'a marqué profondément, c'est le rire dans la salle. Et même moi, j'ai ri du summum, du sommet Du baroque. d'émotion de Audrey Bonnet, qui à un moment donné est au maximum de ses émotions, et Rodrigue est chez elle, devant vous, ici. Et elle est dans tous ses états, et j'avais ri, j'avais entendu les gens rire, et je me demandais vraiment comment analyser ce rire, si c'était inquiétant ou pas, si en gros c'était raté, le fait que les gens rient, si ce recul qu'ils avaient... En fait, je me posais énormément la question, peut-être que j'avais aussi pas des a priori, mais des idées toutes faites de ce que devrait être une tragédie, mais je pensais que j'allais voir une tragédie, et j'étais scié que les gens rient. Et je me demandais comment le prenaient les acteurs sur scène, s'ils étaient vexés ou pas. Parce que eux vivent une tragédie, Et les gens se marrent. vous êtes là, et en fait c'est... Parce qu'on voit aussi, on voit Corneille qui écrit, et puis qui dit tiens là, hop, je vais en rajouter là, puis là je vais en rajouter, et qu'on voit le plaisir de l'écriture et du geste, et que ce rire n'est pas du tout on se moque absolument pas du spectacle. Au contraire, on est
Pour moi, en fait, je crois que c'est une émotion très positive de rire de quelque chose qui est une accumulation d'émotions tragiques. Qu'est-ce que le dispositif là, de théâtre à la table, qui est quand même un peu singulier, enfin inédit, peut apporter à tout ça? Et est-ce que c'est pas vraiment une lecture, puisque en fait vous avez quand même 5 jours, enfin 4 jours, 5 jours? Ça reste une lecture, c'est-à-dire... C'est une lecture améliorée. Donc tu fais quand même un peu de mise en place. Oui, il y a une réalisation, c'est pas une captation. Oui, parce que c'est quand même bien de s'amuser autant que possible, moi je trouve, plutôt que de se mettre tous et puisqu'on est filmé, essayons en plus dans une salle qui est très belle. Moi j'aime bien la coupole, j'ai jamais travaillé dedans, donc j'ai envie qu'on la voit. Et puis je regarde un peu les théâtres à la table. Quand il y a des inventions de mise en scène, ça ne dénature jamais. Enfin, je trouve ça plutôt. Il filme bien, là, l'équipe, c'est très bien, Bertrand Couder éclaire ça très très bien. Alors c'est autant essayer en plus, je sens qu'au fil des semaines, ces lectures à la table, ça évolue. Ça devient une sorte de forme qui invente ses propres, au fur et à mesure, invente des règles ou des exceptions et que c'est un outil transformable et c'est ça qui est bien. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. C'est ça que j'aime bien, là, de l'éclater dans l'espace. Je sais pas comment ça peut être très bordélique, mon truc, mais j'ai envie de prendre ce risque-là. Quand on est dans une lecture, on peut prendre beaucoup de risques, je trouve. On n'est pas dans une exigence de résultat absolument... et je pense, c'est le baroque de cette pièce. Vous avez plus de liberté, parce que rien n'est encore défini. Peut-être plus de liberté, oui, parce qu'on n'a pas d'accessoires, on n'a pas de costume, on est dans l'essai. On peut se tromper, je sais pas. Moi, quand je suis spectateur d'une lecture à la table, je rêve la pièce en même temps que je vois les acteurs la travailler. Et c'est ça que j'aime. Donc, j'ai pas envie d'une chose finie, une scène trop joue. C'est pas que c'est pas trop joue. On peut aller dans le jeu, ça au contraire. Mais de pouvoir vraiment imaginer ce que ce serait. Ça, j'ai besoin de ça. Et je pense qu'une pièce comme ça, c'est presque plus agréable aujourd'hui plutôt que parce que là les acteurs sont comme ils sont, donc c'est acteurs d'aujourd'hui dans un lieu d'aujourd'hui, aujourd'hui même en mars 21, et qui se confrontent à un texte archaïque. Et c'est le jeu entre ces deux polarités que je trouve intéressant, c'est de les voir avec leurs costumes à eux, et je suis sûr que ça prend, parce que c'est une pièce, comme les grandes pièces, elle se métamorphose de l'intérieur. Elle change, et notre regard sur la pièce change. Petit à petit, au début, on est toujours un peu avec ces pièces-là, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'il dit, et puis il y a un moment où on entre, il y a quelque chose qui cristallise, et à partir de là, ça change. Et les acteurs, souvent, quand ils sont en scène, on a fait cette expérience-là, on sent que le public nous avons créé notre public du soir. Et on leur joue, on a un sentiment complètement de présent. Et j'ai l'impression que dans ces lectures à la table, on peut... jouer de ça. Vous sentez cette liberté-là? Ou vous êtes encore dans la difficulté de déchiffrer, de comprendre en fait, ce qui se passe? Là, c'est votre troisième... Moi, j'adore ça, je trouve que c'est un grand plaisir. C'est une étape de travail que j'aime beaucoup, mais je trouve que parfois, c'est aussi ingrat ou difficile quand on a l'impression qu'on n'y est pas et qu'on va on va donner quelque chose qui n'est pas terminé du tout. Et en fait, il faut accepter que c'est une étape et qu'il y a des moments où on y est, d'autres pas, ou en tout cas qu'on cherche en direct et qu'on a envie de refaire immédiatement après, mais c'est fini. C'est comme une répétition filmée un peu, mais... Et à la fois, comme on sait qu'il y aura un public... Il y a un moment où c'est filmé et c'est terminé. Ouais. En fait, 104, quand même, à France Culture, ce que vous avez, donc Mithridate, Racine, oui. Là, il y avait... oui, mais parce qu'on a... Une tension, puisque vous étiez dans le studio 104. Mais on n'était pas vraiment à la table. Non. On était debout, avec un pupitre. Mine de rien, ce cercle crée des lignes d'énergie, des frustrations de ne pas pouvoir atteindre l'autre, qui racontait aussi l'amour impossible. Et c'était hyper galvanisant, excitant et passionnant. Et puis on bossait un peu le soir aussi, donc on a peut-être eu un peu plus de temps. Mais on voit Hervé Pierre à la fin qui dit c'est hyper dur. Mais aussi parce qu'on le disait pour la radio. Il avait dit c'est hyper dur. On l'a fait pour la radio aussi. Et donc en fait,
on était très surpris à la fin que ça soit filmé. Pas surpris, on le savait. Mais ça crée, merde, en fait, il faut penser aussi à comment on se tient, alors que quand on est que pour la radio, on est concentré, on peut fermer les yeux, on est que sur le texte, sur sa préciosité, enfin sur... Moi, j'aimais bien, en voyant, c'est ça que j'aimais. Ouais, mais J'aimais pourtant... de voir que vous pensiez pas tant que ça à l'image, parce qu'il y avait des gestes Oui, qu'en scène, on ne se permettrait pas. Exactement. Mais moi, j'aimais bien voir ça. Ça me dérange pas du tout de voir l'acteur faire alors qu'il serait en scène, dire arrête de bouger. Oui. Là, Alors ça, ce que j'ai envie de voir, c'est ça, c'est un acteur. Quand on est en lecture, le corps, il n'est pas totalement pris. Donc le corps, il résiste, il lutte. Et ben c'est ce Mais je crois que combat-là qui est beau à voir. Oui, de qui ça plaît sort beaucoup un peu. aussi aux gens. Hein. Ouais. C'est de voir l'entre-deux. Vous disiez c'est agréable. Je crois que les gens trouvent ça très émouvant en fait. Parce qu'il y a le travail de l'acteur, C'est ça. un Et ils peu voient. à l'os. Hein. Ben, ils voient, ils vont se dire ah tiens, Lise, elle est comme ça, elle bouge comme ça. Et parce que dans cette lecture, on peut pas s'auto-surveiller tout le temps. C'est ça qui est bien. Et c'est beaucoup la question du regard aussi, justement, de ceux qui arrivent à décrocher du texte. Je pense que c'est pas si important que ça au final. Parce que ce qui compte, c'est la pensée et c'est comment on la lâche pas. Et c'est le sens. Et donc, si on regarde pas son partenaire, c'est bien de lui donner le regard. Ça nourrit pour ceux qui regardent. J'ai l'impression qu'on se parle, mais c'est peut-être parfois un peu ça la frustration. C'est qu'on arrive à un moment donné où on aimerait lâcher le texte et jouer. Et là, on est obligé d'y revenir. Donc, ça ramène toujours un petit peu Au labeur. au labeur. Et l'acteur. Et à la fois, là, sur Mithridate, moi, j'assumais complètement savoir que je lui parle, mais de revenir au texte. D'ailleurs, le spectateur, il écoute. Et donc, parfois, tu quittes le regard, tu regardes pas tout. Non plus, forcément. Moi, je regardais pas tout. J'étais dans mon bureau et parfois, j'ai regardé la pièce. On regardait tout. Je regardais au plafond, je revenais parce que je savais que ça n'avait pas changé énormément. Ouais. Et c'est ce plaisir-là aussi, de quitter l'image. Oui, le plaisir de l'écoute, comme pour les Proust aussi. Bien sûr, je sais que les Proust, Parce qu'on ne regarde pas tu vraiment regardes pas. 50 minutes. La personne, tu le mets, écoutes, tu vas te promener, tu reprends. Je sais pas. Est-ce que Élise et Benjamin, vous avez récemment livré des pièces qui seront un jour programmées. Il y a cet exercice théâtre à la table. Est-ce que c'est une façon de faire vos gammes en attendant? Ou est-ce que... Je trouve que c'est assez agréable d'avoir sur un temps court comme ça. C'est plus une découverte d'un auteur, d'une écriture. Ça ouvre un peu des désirs, quoi. C'est chouette d'avoir... Ça vous donne un désir de théâtre? Ou ça Oui, reste un objet c'est des Voilà. découvertes. Oui, si, on ouvre un peu des portes sur des choses qu'on ne connaît pas. Et Je regarde l'heure. c'est très agréable. J'ai beaucoup aimé faire Proust aussi. Après, quand on répète des pièces, c'est différent, parce que du coup... Proust, Denis, je suis sûre que vous trouvez ça très agréable, parce qu'il y a beaucoup de comédiens de la troupe que j'ai questionné là-dessus qui disent c'est hyper dur, mais évidemment, il y en a quelques-uns pour qui cette lecture, c'est facile. Et... Vous l'avez fait, Proust, tous les deux? Oui. Ouais. Je l'ai fait Il y en a qui souffrent, Moi aussi, 2 fois, ouais. parce que c'est une heure. Bah, c'est bon. pire. Benjamin, vous l'avez fait? Mais non, je l'ai pas fait. Ah Mais Je sais pas. Après, Denis, c'est- Il y a des passages. Moi, j'ai un deuxième. Pour le dominer, il y avait des passages vraiment. J'étais obligé de remonter. Quand les phrases sont très très longues avec quantité d'incidents, et que vous avez un peu perdu dans le fil de la lecture le sujet, et que vous vous rendez compte, vous avez tablé sur le fait que, en fait, la principale devait arriver. Elle arrive toujours pas. Et vous dites, mais en fait, elle est peut-être passée, j'ai pas vu. C'est un petit moment où on parle, on lit et on sait plus ce qu'on lit. c'est vertigineux, ouais. Ah ouais, alors ça, moi, ça me désespère pas tant que ça. J'arrive, je retombe ça fait illusion. Ça fait illusion, ouais, je fais illusion. Funambule. Mais c'est pas la plupart. Moi, j'ai eu Les Clochers de Martinville, c'est un passage que j'adore. C'est génial. Hein. Moi, j'aime bien ça. C'est facile à lire, Proust. Enfin, Non, à lire, c'est très facile. En tant que lecteur, c'est pas Non, facile en de tant que le lecteur, donner, de de le le lire à haute voix. restituer intelligiblement. Ça demande un petit... À lire, c'est très facile, comme tu vas. À lire, Si, encore. Quand t'es lecteur, si, tu peux le... c'est pas grave si on se perd. Faut pas dire ça, c'est vrai, peut-être il y a des... Ah bah si, il y a il tout faut le dans- dire ça, c'est pour que les gens encouragent les gens à le lire, mais moi je trouve Et pas ça c'est si tellement facile. drôle, enfin je sais pas, Oui, c'est drôle, François. Quand il philosophe,
on pense souvent que c'est hyper génial. En fait, souvent, il s'embrouille complètement. Et donc, il faut pas penser qu'on est bête. Souvent, quand quelquefois, il fait de la philosophie sur le temps, en fait, il manie les trucs qu'il a lus. C'est pas là où il est forcément. Et donc, il est parfois très, très brumeux. Donc, quelquefois, c'est lui qui déconne. C'est pas nous. C'est Proust. Il y a des passages qui sont beaucoup plus faibles. Et des choses. Puis, il y a des scènes, c'est génial, c'est drôle, c'est bouleversant. La mort de la grand-mère, enfin, Elstir, je sais pas, les jeunes filles en fleurs, tout ça, ça se lit. Mais il y a dans le temps retrouvé, il y a dans le début, il y a des choses. On n'est pas encore là dans la lecture, on est aux côtés de Guermantes. Mais quand ça sent la disserte, celui qui va tomber là-dessus, là, il faut s'accrocher. Mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui écrit. À lire à haute voix. Parce qu'il y a des digressions. C'est tellement plaisant, quelquefois, d'un seul coup. Mais c'est comme une côte, d'un seul coup, on fait du vélo, et puis on est en côte, alors c'est un peu dur. Non, il faut ralentir un peu, puis d'un coup, ça redescend, c'est génial. Après, le rendu Michel Butor, là, on a fait ce truc sur Proust, des intellectuels qui parlent de Proust et de leur amour de Proust. Et Michel Butor, c'est trop beau comme il en parle, il dit que c'est une cathédrale qui apparaît dans la brume. Et il dit les 1000... Les 2000, non, je crois. Il dit les 1000 premières pages, c'est vraiment compliqué. Et puis au bout de 2000 pages, on commence à être très, très agréable. Puis après 2000 pages, c'est absolument fabuleux. Ah oui. Et Bon, je crois que Arthur, oui. On est, ça y est, c'est fini. C'est ça, Arthur. Les gens sont partis, ils sont en train de dîner. Donc, tout le monde est là. Bon, merci à tous les trois pour votre présence. Merci Élise Lomo. Merci Benjamin Lavelle. Merci Béline. Merci Denis Podalides. Merci à vous Arthur. Merci à vous qui nous regardez ou nous écoutez, parce qu'il y a aussi le podcast. Alors ne quittez pas, parce que dans quelques minutes, nous diffuserons 27 minutes de reportage de votre première séance de répétition. Vous allez apprendre encore des tas de choses sur le CID, sur ce théâtre à la table qui sera diffusé ce samedi à 20h30 sur la chaîne YouTube de la Comédie Française, sur le site de la Comédie Française, et puis tous les soirs de 19h à 20h, Proust en direct. Ça continue. Voilà, bonne soirée avec la Comédie Française. Bonne soirée Arthur. À la semaine prochaine. Nous partîmes 500. Il y en a. Oui, c'est bien, c'est ça. Merci. On arrive à 3000. Alors, on va donc faire ce CID. Je vous présente un peu. Cette pièce, moi je connaissais pas. Alors, petite pièce, pas jouée beaucoup finalement maintenant, plus très très jouée, et qui a été pourtant, qui était l'espèce de grande. Non, je vais vous dire pourquoi on est dans ce dispositif-là. On va faire, comme c'est une pièce qui est assez éclatée, qui en fait ne suit pas du tout l'unité de lieu et même pas l'unité de temps. J'ai plutôt pensé par unité, comme ça, de lieu. Un lieu pour l'infante, là-bas, pour Chimène, ici, pour tout ce qui est de l'ordre du roi, et le Cid et son père, là-bas, et puis une estrade qui, en principe, qui est pour les moments de bravoure, un peu. Les moments comme la gifle, comme les stances du Cid, etc. Voilà, et ce qui demandera d'ailleurs de beaucoup s'écouter pour qu'ensuite on puisse, à la caméra, ce qui est pratique vraiment à faire avec la caméra, c'est de faire vraiment des effets cut, de passer, parce que c'est le cas, on passe souvent d'une scène à l'autre sans aucune transition, on n'a pas à sortir, à revenir, et donc il y a une sorte de simultanéité comme ça, donc il faudra bien s'écouter de façon à entendre là et raccorder ici. Tout ça parce que cette pièce, je trouve ce qui est très beau, c'est pour ça que j'ai choisi cette version de 1637, qui est la plus irrégulière, disons, la plus baroque, au sens vraiment propre du mot baroque. Une pièce qui n'entre pas tout à fait dans les canons, même si Corneille lui-même va faire en sorte que sa pièce, au fil du temps, soit plus polissée, parce qu'il a été
lui-même très embarrassé par la querelle qui s'est suivie. C'est pas la peine de raconter la querelle elle-même sur la régularité. On entre dans un siècle qui petit à petit effectivement met tout ça un peu sous coupe, régularise absolument tout. C'est un grand mouvement vers la centralisation qui va amener Louis XIV, les académies, etc., où on cherche un modèle, notamment un modèle de la tragédie qui soit parfaitement régulier, où va finalement exceller Racine et où Corneille se lance dans un sprint terrible avec son rival et va donc même modifier sa propre pièce. Or, j'en parlais un peu, ce qui est très intéressant, cette pièce, elle ne sort pas du tout de l'esprit de Corneille, elle sort d'une grande pièce espagnole qui s'appelle Les Enfances du Cid, qui est une pièce qui, au moment où il l'écrit, elle a peut-être une quarantaine d'années, et elle fait partie vraiment du siècle d'or espagnol, de la Renaissance espagnole, et c'est une pièce, mais alors complètement touffue, qui se passe dans différents endroits, y compris dans le désert. Il y a des scènes de rêve, il y a une très belle scène où le Cid est avec un lépreux, et ce lépreux est en fait un ange qui vient l'absoudre. Les morts ne sont pas présents, ils sont vraiment sur la scène. Donc c'est une pièce totalement baroque avec une quarantaine de personnages et il est fasciné, Corneille, comme le personnage a totalement fasciné. C'était un grand héros dans la poésie espagnole, les romans de Cerro, il y en a même de Victor Hugo. Il a re-raconté l'histoire du Cid. Hugo, fasciné par le personnage, qui fascinait, c'était cet homme qui tue le père de la femme qu'il aime. Ça a été c'est ce qui a donné et qui est un héros, un jeune héros qui se révèle alors qu'il est le meurtrier du père de son amante. Et donc ça s'inscrivait, lui il a inscrit Corneille dans le cycle de tragicomédie. Et après, ce qui est curieux, c'est qu'après, vous savez, en 1637 c'est une tragicomédie, et puis en 1660 c'est une tragédie. Ça perd Alors, qu'est-ce qui fait une tragicomédie? C'est pas parce que c'est drôle, que ça est drôle et triste, encore que, mais c'est parce qu'il y a 3 critères qui définissent la tragicomédie. C'est que c'est inspiré d'une histoire inventée, et non pas prise dans l'histoire romaine généralement, que l'intrigue sentimentale est majeure et la dominante de la pièce. C'est ce qu'on veut raconter. On veut raconter une histoire d'amour. Et le troisième point, c'est que ça finit bien. Ça, c'est ce qui fait la tragicomédie. Et en même temps, Corneille, il sort de plusieurs comédies, dont l'illusion comique, qui précède le Cid. Et en fait, d'ailleurs, en relisant la pièce, ça m'a beaucoup frappé, ça. Les deux choses qui m'ont frappé. C'est d'abord la présence de cette pièce espagnole, qui est extrêmement débridée, et comment et pourquoi il a essayé de prendre la pièce et de la faire entrer dans les canons classiques français, sans y arriver tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'en retrouvant l'éclatement dans différents lieux, c'est une façon de jouer comme ça. C'est comme les tableaux, parce qu'il y a un auteur qui est derrière et qui est là, mais pour moi énorme, et qu'on voit pas assez, qui est Shakespeare. Il y a le côté Hamlet là-dedans. Le Cid, c'est écrit 40 ans après Hamlet, juste 40 ans, c'est très peu en fait, et 40 ans avant Phèdre. Il est complètement dans le temps, à mi-chemin. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est plus on prend la pièce et qu'on essaye de l'emmener vers Racine, et je pense plus on affaiblit la chose. Et que plus on la remonte vers Shakespeare et vers les Espagnols, et plus on a quelque chose qui revit. Les Espagnols ? Vers le théâtre, le siècle d'or espagnol, de Guillén de Castro, Lope de Vega, etc. Ces grands Espagnols qui font ces pièces complètement dingues. Je disais Chimène et l'Infante. Corneille n'invente strictement rien. Il n'invente rien du tout, et donc c'est 2 super copines qui sont même un peu neuneux, quoi. Enfin, je sais pas qu'il faudra le jouer comme ça, pas du tout. Non, mais je disais, c'est que des apartés. Tu te dis, c'est pas jouable. Je préfère nettement jouer le Cid de Corneille que les Enfances du Cid de Guillén de Castro. Genre, c'est plus.
encore que, enfin bon, on va pas changer maintenant, mais et il y a donc cette dimension irrégulière, assez violente, et il y a la dimension onirique. Et il y a une chose qui est intéressante dans la pièce espagnole, c'est que le Cid, il y a tous ses frères, et Rodrigue, c'est le dernier, c'est le petit dernier sur lequel personne ne misait un copec. C'est pour ça que ça s'appelle les enfances du Cid, c'est plusieurs enfances. C'est en fait, toute la pièce le fait accéder à l'âge adulte. C'est une grande initiation. Et je trouve ce qui est aussi très beau dans la pièce espagnole, c'est qu'il est d'abord très en retrait. C'est un frère qui s'appelle Hernán, et c'est eux qui doivent... Alors effectivement, il y a son père qui s'appelle Diego Lainez, enfin bon, qui est humilié, alors d'une manière en plus assez... il prend une baffe et l'autre lui mord le doigt aussi. Il lui mord le doigt. Enfin, c'est comme ça. Et Rodrigue va lui mordre le doigt aussi. Alors, je ne suggère pas, ça va être compliqué. Ah non, mais c'est vous dire s'il y a un fond baroque comme ça qui est très important et qui est intéressant. Et donc, c'est les frères, mais les frères ont peur du comte d'Orgas dans la pièce espagnole. Et le père comprend que c'est pas de ses aînés, alors qu'il attendait de ses aînés qu'ils aillent le venger. Et c'est le timide, c'est celui qui a un côté Perceval. Il est très proche d'un peu de Perceval. C'est-à-dire ce sentiment de vivre en rêvant. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant. C'est la dimension on pourrait presque le relier à des héros allemands, le prince de Hombourg, etc. Enfin, le rêve éveillé. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est Chimène. Alors, c'est une violence. Elle réclame la mort elle n'en démord pas. Et ça aussi, c'est une autre des grandes beautés baroques. C'est le comble de l'art baroque, hein, c'est l'oxymore, c'est opposer tout le temps les contraires. Et faire que ce ne soit pas dialectique, ça se tend, mais il n'y a pas de résolution. La résolution, c'est ou la mort, la jouissance, c'est l'explosion. Il n'y a que ça qui peut. Et donc Chimène, elle est totalement... c'est une guerrière, quoi. Et il y a une cruauté, voilà. Il y a une cruauté du personnage de Chimène qui voit ça dans le sang. Et je trouve que ça... Et dans la pièce, quand même, là, il y a quelque chose de ça qui revient. Et c'est la dimension érotique aussi qui est très importante dans la pièce espagnole, et je suis sûr qu'elle est ici, c'est-à-dire qu'il y a un amour, que la passion du sang, la passion de la vengeance, ça a une vertu érotique pour elle. Et que quand ils se retrouvent, je crois que c'est une très très belle grande scène d'amour. C'est pas, c'est pas des scènes comment t'as tué mon père. Il y a immédiatement, dès le début, j'ai réécouté cette chanson, je voulais même quand peut-être on y sera, la passer, la chanson Cucurú Cucú Paloma. Et ben, vous lisez cette scène en chantant ça. Quelle scène ? La scène du 3. La scène où c'est la première en fait, qui est une très très belle scène. Il y a 2 très longues scènes d'amour il faut les prendre dans la dimension shakespearienne de ça. Faut pas, voilà, c'est pas deux camps comme ça, au contraire, c'est très... Et alors, moi je trouve qu'il a très bien réussi, Corneille, le personnage de l'infante, qu'il a mal réussi, parce qu'il lui a donné une mélancolie profonde et une identité double. Elle est vraiment... Il y a celle qui aime le Cid, qui revient, qu'elle fait disparaître, et celle qui a fait le don. Qui a fait le don, parce qu'elle, c'est une infante, donc c'est une fille de roi, et il est évident qu'elle ne peut pas, c'est impensable d'épouser un Rodrigue. C'est comme si elle était amoureuse d'un paysan. Et donc, mais elle l'a aimé toujours, et elle a cette espèce d'immense générosité, mais ça a engendré chez elle une profonde, une mélancolie, qui est dans chacune de ces... Où on sent, il y a toujours une espèce de grande balance comme ça, et ça culmine avec les stances, qui sont... j'aimerais bien d'ailleurs, je ne vous en avais pas parlé, qu'on la fasse en marchant devant la fenêtre. Je pense qu'il fera nuit à ce moment-là, et que ce soit un mouvement de balancier un peu comme ça, des stances assez lentes comme ça. Il y a un côté beaucoup plus, c'est peut-être le personnage qui est le plus
rentrer, quoi. Le maximum de dignité. Je sais, les tableaux. Je vais apporter un livre des tableaux d'infantes. Tu sais, c'est toujours une infante, c'est une statue, quoi. Elle a un destin tracé. Tu épouses. On sait qui elle va épouser 20 ans plus tard ou 19 ans plus tard. Donc c'est une sorte de personnage complètement réglé comme ça et qui apparemment ne transmet pas d'affect. Alors que Chimène, beaucoup. Mais l'infante, il y a quelque chose qui est très régulier, justement, en apparence. Alors que c'est ça, sa mélancolie. C'est d'essayer de se minéraliser le plus possible pour échapper à... Parce qu'elle pense qu'elle est folle, en fait, d'être amoureuse de lui. Et puis, à partir du moment où il devient ce Cid, parce que c'est un devenir. C'est ça qui est beau, c'est que c'est un devenir, le Cid. C'est Rodrigue qui devient El Cid. Et donc, lui se transforme. Donc là, la possibilité qu'il... C'est un siècle de transformation aussi, hein, où les grandes castes, comme ça, bougent, apparition de nouvelles classes sociales. Donc c'est une pièce qui raconte aussi des espèces de grandes métamorphoses profondes. La ruine, c'est aussi une très belle pièce du la modernité sur les fils et les pères. Transmission ou pas transmission. Comme Hamlet, est-ce qu'on prolonge le règne et le monde du père qu'on venge, ou est-ce qu'on est sensible à une modernité, on fait changer ça? Et il y a les pères, ils sont vachement emmerdés, quoi. Le roi, le comte et Diègue. Comment on fait tenir tout ça? Mais en plus, ils se bouffent entre eux. Ça, c'est le côté aussi, dans la pièce, le monde, c'est pour ça qu'elle a eu beaucoup de succès aussi plus tard, le monde féodal qui s'écroule, et le roi qui arrive à tenir, qui tient ses chevaux, avec Sanche qui est un futur roi, hein. Lui, il sera roi après. Donc lui, il attend son heure. Et lui, moi je crois, dans la pièce, c'est un truc intéressant, c'est que c'est un super diplomate. Il est tout le temps... il arrive au bon moment, il propose. C'est la politique. C'est le monde politique et le monde de l'intrigue. Donc, même il part content, il part souriant. J'ai l'impression que c'est intéressant. Lui, c'est un tout jeune homme... innocent, et lui, il a tout compris. Lui, enfin bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sanguin aussi, quoi. Il vient provoquer des choses. Mais il provoque toujours pour son intérêt. Il sait, il calcule les proches du roi, enfin... Il ose, quand même. Bien sûr, c'est un soldat. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que ça permet des contrastes très forts. Et alors, je me suis dit, Léonore, c'est que les deux confidentes aient des fonctions un peu différentes, qu'une maternelle et de surveillance aussi. Donc, il ne faudrait pas que ce soit des rapports trop doux, trop gentils, trop... Faut que tu sens, tu sais, toujours dans... sous une domination, ouais. Tu sais, un peu comme les personnages de... Je cherche le mot, mais je le trouve pas. À côté de l'infante, Donia... Non. Non, dans Ruy Blas, il y a cette personnage qui est très très dur, comme ça, une femme très dure. La Duègne, un peu les Duègnes, voilà, Duègne. La Duègne. Et Elvire, plus dans fonction de sœur, mais critique aussi, que ce soit dans avec il y a toujours du conflit, de façon à ce que la pièce ait tout le temps une tension très vive. Voilà. Et petit à petit, bon, on parlera des autres dont je n'ai pas parlé, dont Arias, qui fait couple avec le comte. Et le comte, alors, bon, j'en parlerai avec Christian, ce qui est très beau, c'est que le comte, quand tu le prends c'est matamore. Il est à peine... il y a une dimension presque... Dans son orgueil, il y a une dimension de matamore, quoi, de l'illusion comique qui vient... Voilà. Et donc, Diègue, c'est intéressant de voir... Enfin, je te passerai je verrai le texte espagnol. Parce que c'est quand même intéressant de reprendre ce personnage, d'abord dans son entier, évidemment pas le réduire
à la célèbre tirade. Mais comment on passe ce qui se passe avec ce conte, quoi, cette humiliation, tout ça pour en fait, pour la garde, pour avoir le poste très honorifique d'être le précepteur du prince, du fils du roi. Et c'est toi qui l'obtiens. Ce qui, pour le conte, est une humiliation, alors que lui, effectivement, a des faits d'armes. Toi, tu as des faits d'armes, mais tu es passé dans une autre dimension que l'âge donne, mais qu'aussi le calme, une sérénité, une aura. En fait, c'est un poste de précepteur, en fait. Il le dit dès le début. Comment il l'appelle? Je ne sais plus s'il l'appelle comme ça. Le roi doit, un gouverneur, voilà. Moi, j'ai lu ça comme un précepteur, mais c'est gouverneur le mot. Le roi doit à son fils choisir un gouverneur, ou plutôt m'élever à ce haut rang d'honneur. Mais je pense que c'est un petit peu, tu sais, comme celui qui me donne la chemise à Louis XIV. La fonction elle-même paraît un peu. La gouverneur d'une ville, enfin, tu vois, de la ville d'une. Non, il est à son fils. Mais c'est comment on fabrique un roi. Le précepteur, il est méga important. C'est celui qui transmet toutes les valeurs, l'instruction qu'il faut, la rhétorique. C'est drôle d'ailleurs que tu rajoutes là sur. C'est super. La bouquin de ma vie. Mais d'ailleurs, très souvent, les précepteurs, c'est un rôle d'ailleurs un peu. Ça n'existe presque plus, parce que il était dévolu à une personne. Et donc, c'est lui qui le forme intellectuellement. T'imagines, si le type lui met des idées subversives dans la tête. Ça part en. Mais oui. Mais parce que sous Louis XIV, c'est tous ces rois-là, qu'il va être le successeur. Mais c'était même problématique en Angleterre, en Espagne. C'est un souci permanent, quoi. Et donc celui qui a cette fonction-là, il a une importance énorme. C'est la Castille alors. La Castille, c'est Madrid, non? C'est les environs de Madrid, la Castille. Non? Les Castillans. Le castillan, mais on dit castillan pour parler. Les Espagnols ne disent pas parler espagnol, ils disent parler castillan. Parce que la Castille, c'est l'État qui l'emporte. Catalan. Non, Catalogne. Alors, si tu dis ça à un Catalan, tu lui dis je confonds le castillan et le. Va-t'en. Va-t'en tout de suite, parce que là, ça peut être très chaud. C'est comme quand tu dis à un Québécois qu'il est canadien. Mais comme ils sont plus sympas, les Québécois, ils ne font pas la gueule. Mais en fait, ils sont détruits. Moi, j'ai fait plusieurs fois la gaffe et je disais, après, quoi? Je sentais que les mecs voulaient être sympas avec moi, mais tu dis qu'on est Canadien, on n'est pas Canadien, on est Québécois. Je le fais mal, je fais bien l'accent. Enfin, le Québec nous emmène loin de la Castille. Ayant dit tout ça, donc c'est pour vous dire que dans l'interprétation, je pense il y a quelque chose j'allais dire de rock'n'roll, mais c'est pas faux. Ça fait un peu, non, mais c'est puissant, c'est des grands contrastes. Je pense, c'est ça aussi qui a fait la fortune de ce texte, c'est que ça demande un engagement, il y a un lyrisme qu'il faut assumer, je pense que c'est assez enchaîné, faut faire des enjambements le plus possible, faut dévaler j'aurais voulu vous faire, parce que moi j'ai été toujours fasciné par, je t'en ai même parlé, je crois, dans un petit message, l'enregistrement de Gérard Philippe dans l'essence du cid, percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Ça chante complètement, c'est d'un autre temps, mais ce qui est assez beau, c'est il y a vraiment quelque chose qui s'envole. Il y a un ballon qui part dans les airs, et alors ça, moi j'ai toujours écouté ça, et à la fin, c'est le délire, c'est les applaudissements, t'as l'impression que c'est une star rock qui vient de chanter un super hit, quoi. Mais ça part tellement, il faut, c'est-à-dire qu'il y a un engagement rhétorique. C'est de la rhétorique, c'est de la grande rhétorique, donc tout est construit, c'est-à-dire que dans les répliques, il faut choisir ce qui est dit, la chose fondamentale, ça dit généralement une ou deux choses, pas plus. Mais c'est en opposition, généralement on fait pour dire la première chose, et puis la deuxième qui vient. Enfin c'est très très construit, c'est pour ça que toute la rhétorique a procédé de ces grandes pièces-là, parce que c'est très clair en même temps. Et si on suit un peu ce rythme-là, il y a quantité de vers où on se dit pas trop bien. En fait, ça passe parfaitement. Donc l'autre truc vous connaissez peut-être la grande tirade dite par Jean Vilar de Cinna.
qui est pour moi un sommet. François Regnault m'avait fait découvrir ça. C'est en 51, c'est génial parce qu'on sent que les gens s'emmerdent un peu dans la salle, tout saute, tout ça. Mais la grande tirade d'Auguste. Ciel, à qui voulez-vous désormais que je fie? Ah, mais Sina, c'est pareil. Oui. Oui. Oui, allons, attends. Non, et il y a cette réplique-là, et elle est construite, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il se permet des accélérations folles, sacrifiant quasiment une dizaine de vers pour arriver au point qu'il veut atteindre. Il se termine généralement par une rupture, pas des ruptures de détails, mais une rupture de fond. Et ça permet de prendre le texte à bras-le-corps et de créer de grandes oppositions. Il y a un truc de cet ordre-là qu'il faudra, même en lecture, de façon à... Je crois que c'est pas une lecture sage du tout, quoi. Oui. Voilà. En gros, pour arriver à ça. Eh ben, pas grand-chose. confiance. Voilà. Non, mais ça, je vous fais parfaitement confiance. Et que quelquefois... voilà. Ah, tu veux qu'on- Non, mais... Allez, on en va, alors. non.